Le cerveau. Il est l'organe humain le plus complexe. Consciemment ou inconsciemment, il exerce un contrôle sur à peu près toutes les parties de votre corps. Il intervient lors des mouvements que vous faites, il contrôle vos pensées, vos émotions, ainsi que vos sens. Pendant la pratique de nos activités quotidiennes, par exemple lorsque l'on pratique un sport, le cerveau est responsable de planifier et de coordonner l'exécution de chaque mouvement. Certains scientifiques comme Aristote se sont d'abord trompés sur son rôle. Ils croyaient que le cerveau était une sorte de ventilateur qui servait à refroidir le sang. Grâce aux avancées scientifiques et technologiques, on connaît maintenant le cerveau comme jamais auparavant. Le cerveau, ça sert à voir, qui a deux doigts, à compter, qui a deux doigts, et à dire que ça peut être peace and love. Ça sert à plein de choses qui passent de voir, compter, sentir quelque chose, avoir une émotion. Il y a les fonctions les plus primitives, simplement de voir qu'il y a de la lumière ici et que c'est pas noir. Ça, c'est déjà, ça a l'air banal, mais s'il y a une personne qui est aveugle, c'est pas banal du tout. Donc ça, c'est une fonction très, très primitive. Et les fonctions les plus évoluées, c'est le langage, qui est une fonction qui est typique de l'être humain. C'est juste l'être humain qui est capable de parler. Donc ça, c'est une fonction. Et il y a aussi d'autres fonctions qui sont très, très complexes, comme les émotions. Bon, il y a des émotions primaires que tous les animaux ont, mais on a aussi des émotions qui sont beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus typiques chez l'humain. Le cerveau gère constamment des quantités énormes d'informations. Il traite les images que vous voyez, les sons que vous entendez, les émotions que vous ressentez. Avec toutes ces fonctions, le cerveau a dû trouver un moyen de diviser le travail. Pour ce faire, différentes tâches ont été distribuées à différentes parties du cerveau. On va observer aujourd'hui des vrais cerveaux d'humains. Alors, je vais commencer par ici un cerveau. Faut pas oublier que les cerveaux qu'on observe ont été tous retirés de leur couverture qui normalement les protège. Donc ici, j'ai par exemple un cerveau avec une couverture qu'on appelle les méninges. Les méninges sont une couche protectrice qu'il y a sous le crâne qui permet d'absorber les chocs et de transporter le sang pour amener au cerveau. Alors lorsqu'on observe un cerveau, on enlève les méninges, ce qui nous permet de voir vraiment le cerveau en tant que tel. Alors le cerveau contient différentes parties et chacune de ces parties-là est dédiée à certaines fonctions. Par exemple, certaines parties du cerveau vont servir à penser, au calcul mathématique. D'autres parties du cerveau, par exemple ici, vont servir au sens du toucher, vont servir à contrôler les muscles. D'autres parties du cerveau vont aussi servir au sens de la vision, de l'ouïe. Donc, chaque partie du cerveau, et l'organisation de ces parties-là est très complexe, mais chaque partie du cerveau a son travail à faire et chaque partie du cerveau sert à quelque chose. La couche externe du cerveau est appelée le cortex. Celui-ci est divisé en différentes parties. Les scientifiques ont tenté de déterminer le rôle de chacune de ces parties, ce qui a mené à une genre de carte routière du cerveau. Un des instruments que les scientifiques ont utilisé pour construire cette carte s'appelle l'électroencéphalogramme. Le principe de cet instrument est de placer des électrodes qui peuvent enregistrer l'activité du cerveau tout autour de la tête. On peut donc savoir comment chaque partie du cerveau est activée lors de tâches, comme l'observation de signaux lumineux, le mouvement d'un bras ou l'exécution de calculs mathématiques. Les informations de l'électroencéphalogramme sont acheminées vers un ordinateur qui permet de visualiser l'activité des différentes régions du cerveau. On peut aussi étudier l'activité du cerveau en utilisant l'imagerie cérébrale. Ici, l'activité du cerveau est captée par un appareil magnétique géant et transmise vers un ordinateur pour être étudiée. D'autres techniques ont été utilisées par les scientifiques pour établir la carte du cerveau. Une des techniques utilisées consiste à stimuler le cerveau par des ondes magnétiques pour observer le comportement de la personne stimulée. Et devinez quoi? Nous avons eu accès à l'une de ces machines et notre assistante Émilie s'est portée volontaire pour la tester. Après quelques stimulations,
on commence déjà à provoquer des mouvements en stimulant la région du cerveau qui contrôle le mouvement des doigts. Les enfants, n'essayez pas ces techniques à la maison. Comme on l'a vu, le cerveau est divisé en différentes sections qui font chacune une partie du travail. Certaines sont responsables de la vision, du toucher, de l'odorat, des émotions ou du contrôle des mouvements. Mais qu'est-ce qui fait que le cerveau réussit à faire tout cela? De quoi est-il constitué? Pour que cette information-là voyage dans le cerveau, ça prend quelque chose qui va emporter cette information-là. Et cette chose-là, c'est un neurone. Donc, un neurone, c'est en fait la plus petite cellule, je pense, qui puisse exister. On peut pas le voir à l'œil nu, ça prend des microscopes spéciaux. Et un neurone a 3 parties. Une partie qui va recevoir l'information, une partie qui va prendre l'information et la faire voyager le long du neurone, et une partie qui va renvoyer l'information à un autre neurone. Et il faut vraiment voir ça comme une chaîne. Si on voulait faire une chaîne pour... ou quand on joue au téléphone, par exemple. On va jouer au téléphone, vous partez avec un mot et vous le dites aux autres personnes jusqu'à ce que ça arrive à la fin. Les neurones. Ils sont à la base du fonctionnement du cerveau. Ils sont responsables de la communication et du traitement de l'information dans le cerveau. Avec ces branches, ils forment des circuits électriques qui permettent au cerveau d'être si efficace. Comment l'information passe au travers le neurone? C'est avec l'électricité. C'est comme un gros choc électrique qui fait bouger le neurone et donc l'information descend. Quand l'information arrive au bout du neurone, lui, il faut qu'il l'envoie à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, l'information va être chimique. Le neurone va relâcher ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui sont des minuscules petites molécules qui vont être relâchées. Et l'autre neurone, lui, il les reçoit. C'est un peu comme une serrure, quand vous mettez la clé dans la serrure. Ce neurone-là reçoit ces molécules-là, les attrape, choc électrique, il va les renvoyer. Et c'est comme ça, à long terme, que l'information va réussir à se suivre. Et combien il y aurait de neurones, par exemple, dans un cerveau humain? Ah, des milliards, des millions et des milliards. On ne sait même pas. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'un jeune enfant a plus de neurones que nous. Parce que quand on a plein de choses à apprendre. Il y a des milliards de neurones. Et ce qui arrive avec le temps, c'est que les neurones qui servent plus à rien, une fois que les chemins se sont faits, si vous voulez, les neurones qui ne servent plus à rien sont rejetés. Et là, il y en a un petit peu moins, mais c'est encore l'endroit dans le corps où il y a le plus de cellules. Des signaux électriques peuvent passer dans les branches d'un neurone. C'est ce qui lui permet de transporter de l'information. Pour communiquer entre eux, les neurones utilisent plutôt des molécules chimiques appelées neurotransmetteurs. Au bout des branches d'un neurone, ces molécules sont libérées sur le prochain neurone. L'animation que vous voyez est très ralentie. Les vrais neurones peuvent relâcher des signaux chimiques jusqu'à 1000 fois par seconde. Sans cette transmission d'informations chimiques dans le cerveau, on ne pourrait rien faire, évidemment. Toute la transmission d'informations nécessite cette libération de messagers chimiques. Un exemple simple, je décide que je veux bouger mon bras. Il y a une commande qui provient de quelque part dans mon cerveau, quelque part ici en dessous. Là. Puis il y a un signal électrique qui est généré, qui doit ensuite être propagé le long du cerveau, jusque dans ma moelle épinière, qui doit ensuite, le signal doit se propager jusqu'à mes cellules musculaires, ici dans mon bras, qui vont déclencher la contraction musculaire et le mouvement. Donc tout ça, c'est quelque chose qui se passe en une fraction de seconde. Mais ça ne pourrait pas se faire sans la propagation de signaux électriques qui sont ultra rapides et sans la libération de messagers chimiques.